Je vous emmène maintenant en Haute-Savoie, à Settenex. C'est dans cette station de ski familiale que Jenny, une adolescente de 13 ans, passe comme chaque année des vacances en famille. Ses parents n'ont pas pu poser de congé. La jeune fille est donc confiée à son oncle, Laurent, et à son épouse. Pour Jenny, l'excitation est à son comble. Elle attend chaque année d'ailleurs ses vacances avec impatience. Mais cette année-là, la vie de la jeune fille va basculer. Une nuit, son oncle se serait glissé dans la chambre et aurait caressé Jenny, paralysée par la peur. L'homme l'aurait ensuite obligé à le masturber et après avoir obtenu ce qu'il voulait, il aurait quitté la chambre comme si de rien n'était, laissant Jenny traumatisée. À partir de ce jour, Laurent aurait révélé son vrai visage à sa nièce. Il profiterait de chaque tête-à-tête avec elle pour l'agresser. Il lui touche les fesses, le sexe et encore la poitrine. Pire encore, fellation, cunilingus, relations sexuelles forcées, Jenny ne serait plus qu'un objet dont l'oncle abuserait à volonté. Il faudra plus de 10 ans pour que la jeune femme trouve la force de dénoncer son bourreau. Avant de recevoir Jenny et sa cousine Justine, qui elle aussi a été victime de cet homme, elles seront en direct sur notre plateau. Retour donc sur des abus sexuels qui ont brisé son adolescence. Nous sommes à Verneuil-l'Étang, en Seine-et-Marne. C'est ici que vit Jenny, une collégienne de 13 ans, un peu mal dans sa peau. Très marquée par la séparation de ses parents, lorsqu'elle n'avait que 5 ans, Jenny a du mal à s'épanouir. Et au mois de mai 1998, sa vie bascule à tout jamais. Au cours du printemps, comme tous les ans, Jenny part en week-end familial dans un chalet de montagne. Elle est entourée de quelques proches, mais cette année-là, ses parents sont absents, car ils n'ont pas pu se libérer. Jenny est donc confiée à son oncle maternel, Laurent. C'est un homme fiable et sympathique, apprécié de tous. Les parents de Jenny lui font entièrement confiance. Pourtant, à ses côtés, le séjour de la jeune fille va virer au cauchemar. Le soir de son arrivée, l'adolescente est fatiguée et s'assoupit rapidement dans le dortoir. Mais au cours de la nuit, son sommeil est troublé par la présence d'un intrus dans son lit. Il s'agit de Laurent, son oncle, qui serait venu s'allonger à côté d'elle. Le trentenaire lui aurait montré son sexe et lui aurait proposé de le toucher. Puis avant même qu'elle n'ait eu le temps de réagir, il aurait saisi sa main et l'aurait forcé à le caresser. Jenny est sous le choc. Mais son calvaire ne fait alors que commencer. La nuit suivante, la jeune fille dort avec la fermeture éclair de son duvet bloquée sous son corps, dans l'espoir que son oncle n'aille pas plus loin. Mais Laurent serait tout de même revenu la voir et se serait montré encore plus insistant. Malgré les tentatives de Jenny pour se protéger, son oncle l'aurait même touché à travers sa couverture. À la fin du week-end, Jenny rentre de son séjour complètement traumatisée. Mais alors qu'elle pense son calvaire terminé, son oncle ne va plus la lâcher. Au fil des mois, le trentenaire aurait même pris de l'assurance et aurait multiplié les sévices sexuels en toute impunité. Laurent aurait obligé Jenny à le masturber et à lui faire des fellations. Pire encore, l'homme aurait profité de voyages en voiture pour enfermer l'adolescente à l'arrière du véhicule et la violer. Tétanisée, Jenny n'arrive pas à réagir. Et Laurent va aller encore plus loin. Un soir, alors que Jenny est âgée de 16 ans, l'adolescente est contrainte de dormir chez son bourreau après une soirée d'anniversaire. Cette fois-ci, Jenny est rassurée car elle n'est pas seule avec lui. Sa compagne, Isabelle, est présente. Mais Laurent réclame tout de même la présence de sa nièce dans la chambre conjugale. Comme toujours, Jenny obéit. Mais en arrivant dans la chambre, elle est stupéfaite. Laurent l'attend aux côtés d'Isabelle. Jenny sent que quelque chose de grave est en train de se passer. Mais elle est confuse
comme si elle avait été droguée. Le lendemain, Jenny se souvient vaguement avoir subi un viol auquel Isabelle aurait assisté sans l'en empêcher. Elle se souvient même qu'avant le drame, sa tante serait allée chercher une serviette de bain pour protéger les draps d'éventuelles traces de sang. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Jenny. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Bonjour Justine. Bonjour. Vous êtes la cousine de Jenny et vous-même, vous avez également été victime de tentatives de la part de cet homme. Vous nous raconterez tout à l'heure comment les choses se sont passées. Jenny, vous aviez l'air de replonger totalement dans l'histoire en regardant le résumé qu'on a fait. Parce que ça paraît irréel. En fait, c'est quelque chose qui date d'il y a plusieurs années, où j'ai mis beaucoup de temps à parler. Et c'est vrai que le fait qu'il soit deux, c'est compliqué. Le fait que ce soit votre oncle et votre tante. Oui. C'est ça qui est le plus dur, en fait? De vous dire que, en fait, votre tante vous a pas tendu la main? Vous a pas aidé? Non, pas du tout. Et j'ai pas pu parler. On était une famille très soudée, où cet homme était le centre de la famille. Et donc si je parlais, je brisais la famille, je brisais tout, et donc j'ai rien dit. C'était lourd à porter? Oui. Donc j'en ai fait partager, j'ai expliqué la situation à Justine et à une autre de mes cousines, Émilie. Et heureusement, parce que quelque part, je pense que sinon, ça n'aurait pas fini seulement en tentative pour elle. Quand vous repensez à ces années-là, quand vous revoyez tout ça, quel est le plus dur pour vous? Le plus dur, c'est la culpabilité que j'ai pu ressentir après par rapport à des situations, par rapport à donc Isabelle. Qui a surpris un jour Laurent. Isabelle, c'est votre tante et oui, Laurent, c'est votre oncle. C'est ça. Qui l'a surpris en train de me faire des attouchements, dans en plus fête de famille. Et de là, elle est partie en colère. Tout le monde s'est posé la question pourquoi elle est partie. Tout le monde a été très, très, très étonné. Et quelques jours après, elle m'a téléphoné en me disant que j'étais une briseuse de couple, que je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, que je ne pouvais pas aguicher les hommes comme ça, alors qu'elle était déjà au courant de la situation, elle avait participé aux faits. En fait, elle a voulu vous faire passer pour une allumeuse, pour être clair, et vous rendre coupable en vous disant « mais c'est vous qui avez allumé votre oncle en fait ». Et à l'âge de 15 ans, entendre ces mots-là, venant d'une adulte, de sa tante, c'est juste pas possible. Donc j'ai culpabilisé pendant des années. Je n'ai rien dit à cause de ça. C'est étonnant parce que quand je vous demande ce qui vous a le plus marqué ces années-là, en fait, vous ne me citez pas les gestes, vous ne me citez pas les viols. Si, mais ça... Non, mais je comprends ce que vous... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi. C'est une douleur psychologique qui est presque plus forte, parce que l'exemple que vous donnez, c'est psychologique, et la douleur psychologique est presque plus forte que l'agression sexuelle. C'est tout ce qui va derrière, en fait. Tout ce qui est après, qui est plus compliqué. La première fois qu'il s'est attaqué à vous, vous aviez 13 ans. 13 ans. Vos parents, je crois, n'avaient pas pu poser de vacances. Non, ils n'ont pas pu venir. Et donc, vous aviez été confié à votre oncle et à votre tante. Tout à fait. Vous étiez en confiance au départ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. Il n'y avait jamais eu de problème, jamais de sous-entendu, jamais de gestes déplacés, jamais. Justine, comment vous le décririez, cet homme, en fait, c'était... Jenny disait c'était un peu le pilier de la famille, c'était ça? Ah oui, avant que tout se sache, c'était le tonton, c'était quelqu'un de très généreux, de très affectueux, en qui on avait une confiance aveugle jusqu'à temps qu'on sache du coup. Mais oui, il était au centre de tout ce qui pouvait s'organiser dans la famille. Il était quoi? Il était sympa, il était avenant, il était souriant. En gros, c'est celui que tout le monde aimait. Tout à fait. Et puis il était toujours dans la générosité, donc
D'ailleurs, une fois que Jenny s'est décidée à parler, il y a des personnes qui ont dit « Mais non, pas lui, il est tellement généreux, tellement gentil, c'est pas possible ». Et ça, c'est un grand classique, oui. hélas, dans des cas comme ça. Jenny, ce jour-là, vous avez 13 ans. Oui. Vous êtes dans votre lit, vous allez vous réveiller. Oui. Et là, à ce moment-là, vous voyez votre oncle. Il a ses mains dans mon duvet. Il détache mon duvet, il essaye de... il se met sur moi. Et là, il y a du monde à côté de moi. Hein. C'était un dortoir, en fait. Il y avait plusieurs enfants, donc mes autres cousins, cousines à côté de moi, donc je n'étais pas seule avec lui. Et j'ai commencé à me débattre. Je pense qu'il a pris peur. Il s'est enlevé. Il a réessayé une deuxième fois. Je me suis débattue un peu plus. Et là, il a arrêté. Mais en fait, pendant les 3 jours qui ont suivi, les attouchements, c'était tout le temps. Vous êtes une petite fille, vous avez 13 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je comprends pas. Je me dis c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ça va s'arrêter, quand on va rentrer, ça sera terminé. Il va arrêter. Ça va durer 3 jours pourtant. Oui. C'est long. Oui. 3 jours. Il y a le deuxième soir, je suppose, quand vous retournez vous coucher, vous avez peur? Oui, bien sûr. Surtout qu'il s'est mis vraiment à côté de moi. À la base, il y avait 2 chalets. Un chalet pour les adultes, un chalet où dormaient les enfants. Et la première nuit, il n'était pas dans mon chalet. Et donc le jour où il a commencé à me toucher, le lendemain, il est venu dormir dans mon chalet. Et il s'est installé à côté de moi, au milieu de mes cousins cousines. Et là, vous vous êtes dit, ça va recommencer. Oui. Et là, je me suis dit, c'est pas bon. À aucun moment, vous vous êtes dit, je vais crier? Non. J'avais peur. J'avais honte. Et je pouvais pas parler, c'était pas possible. Il était trop dominant dans la famille pour que je dise quoi que ce soit. C'était... Je pense qu'on m'aurait cru, mais je suis même pas sûre. Ouais, j'allais vous dire, vous aviez peur qu'on vous traite de menteuse? Ouais. Et puis on touche pas à cet oncle? Bah non. Ça aussi. Ouais. Ouais, je le perçois comme ça quand vous en parlez toutes les deux. J'ai le sentiment que c'était vraiment le centre et puis qu'il est intouchable, Ouais. au fond. Il savait jouer, il savait en faire. Enfin, il savait y faire. Il y a ces 3 jours terribles et puis après vous vous dites que ça va s'arrêter, Oui. et là ça s'arrête pas. Non. Ça va aller plus loin. Ça s'arrête pas. Il va y avoir des viols. Oui, à partir de l'automne suivant, donc automne 98, là il commence à passer à la vitesse supérieure. Donc il m'emmène dans un chemin éloigné de la ville, hein, à côté d'une voie ferrée, il n'y a personne. Donc il était tranquille. Il m'a dit de passer derrière la camionnette et c'est là qu'il m'a violée pour la première fois. Vous faites quoi? Vous faites Alors, il y a plusieurs cas, hélas, on a eu beaucoup sur ce plateau de jeunes femmes qui ont vécu la même chose que vous. Certaines disent, je ferme les yeux, j'oublie tout, je fais le vide pendant ce moment-là. D'autres disent, je suis un peu spectatrice de ce qui se passe. Vous êtes dans quel état d'esprit? Je réagis pas. Je me laisse faire, je réagis pas. En se disant quoi? Ça va passer? Voilà, il fait ça et après il va me ramener, je m'en vais. Je peux pas parler, je peux rien dire. Je suis tétanisée, je peux pas réagir. Jean Dorido, docteur en psychologie, il y a souvent dans ces cas-là une espèce de sidération, je crois que c'est le mot qui est employé, une espèce de sidération face à ce qu'on est en train de vivre. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une réaction qui existe chez tous les mammifères. En cas de danger, c'est l'attaque, la fuite ou la sidération. Et en réalité, les comportements d'attaque sont très rares. Et c'est ce qui se passe quasiment systématiquement, surtout lorsqu'on est précisément dans le cas d'un abus sexuel d'un enfant par un ascendant. C'est toute la problématique de l'inceste, c'est que c'est le monde de l'enfant qui s'écroule, et c'est ce que décrit très bien Jenny, c'est que la personne elle est complètement sidérée, il y a comme une espèce de bug dans le cerveau, il y a un truc qui n'est pas normal, avec en plus, ce qui est très évidemment bouleversant, ce sentiment de culpabilité que vous évoquez, Jenny, c'est que comme ça bug, l'enfant, et même je vous entends dire, c'est irréel après les images, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'enfant finit par avoir un doute, souvent nourri
par une forme de complicité familiale, il faut bien le dire. Ce fameux oncle que personne n'ose toucher parce qu'il est tellement... il a un leadership très fort, tellement rayonnant. Ça fait écho, bien sûr, au livre de Camille Kouchner qui vient de sortir. On voit à quel point il y a vraiment des schémas très, très fréquents dans cette question de l'inceste, qui est un vrai tabou dans la famille. Il ne faut pas faire d'histoire. Et donc, l'enfant, même devenu adulte, finit par dire, mais est-ce que j'ai pas rêvé dans le fond? Est-ce que c'est pas irréel? Et de remercier, de dire heureusement que la cousine me confirme, me dit si, il a essayé moi aussi d'atteindre mon intégrité, parce que sinon on finit par ne plus réussir à croire que ça a pu arriver tellement pour l'enfant, et on peut le comprendre, c'est un truc, c'est juste pas possible. Et pourtant, hélas, si, c'est possible, et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez le sentiment, Jenny, que c'est le moment où vous êtes, vous, sortie de l'enfance? Non, pas à 13 ans, non. Vous êtes restée enfant, quand même, malgré tout? Vous êtes restée une jeune fille qui arrivait à s'amuser, qui arrivait à... J'ai essayé de faire mon maximum pour ne pas attirer l'attention par rapport à ce qui pouvait se passer. Je ne pense pas avoir changé de comportement, du coup. Mais vous avez je faisais joué. attention. Vous avez joué? Oui, c'est ça. Pour que personne s'en aperçoive. C'était plus la vraie Justine? Non. Moi, c'est Jenny. La vraie Jenny, pardon. C'était plus la vraie Jenny? Non. Non. C'était une Jenny qui faisait semblant? Oui. C'est ça. Et la vraie, elle se disait quoi? Elle se disait quelque part, il aurait fallu parler. Ça aurait été l'idéal. Ça se serait arrêté beaucoup plus vite, ça aurait été beaucoup moins loin. Mais bon, c'est... Vous avez des regrets aujourd'hui de ne pas avoir parlé à ce moment-là? Non, j'ai pas de regrets, puisque bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est vrai que la culpabilité après, elle est très compliquée à vivre. Même adulte. Ça va durer combien de temps, ces viols et ces agressions sexuelles? Ça va durer 5 ans, jusqu'à ma majorité. Et pourquoi ça s'arrête? Parce que là, je finis par me dire, là, Jenny, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu lui dises qu'il doit arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a quelque chose d'encore plus terrible, j'ai envie de dire, que c'est déjà dramatique, ces viols et ces agressions sexuelles que vous voulez, c'est la complicité de cette tante. Oui. Au milieu de tout ça, on en parlait un peu tout à l'heure. La tante va participer à ces viols. C'est ça. C'est... Pendant les auditions à la gendarmerie, j'ai dit qu'à 2 reprises, j'avais eu des trous noirs où je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle était présente, lui était présent. Je me rappelle de l'avant, de l'après, où il me touche, il a un rapport sexuel avec elle devant moi. Mais tout ce qui se passe au milieu, je ne m'en souviens pas du tout, à ces 2 reprises. Et ensuite, une fois que j'ai porté plainte, j'apprends en fait dans le bureau de mon avocate qu'ils ont dit eux-mêmes qu'elle avait participé. Donc il n'y a pas si longtemps que ça que je le sais. Qu'elle m'a violée également. Elle vous a violé également? Oui. Elle n'était pas seulement spectatrice des faits, mais elle a participé. Quand vous l'avez appris? Je l'ai appris dans le bureau de mon avocate. On se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un coup de plus. Ouais. J'aurais préféré pas le savoir. Vous auriez préféré pas le savoir? Ouais. Parce que là, j'ai même pas envie d'essayer de me remémorer quoi que ce soit par rapport à ces faits-là. Je préfère les laisser de côté et je me rappelle de rien. Et après, j'ai appris par la suite que, par l'intermédiaire de son ex-femme qui a été auditionnée, que son ex-femme avait été droguée. Donc je me dis, en fait, il a pris le même mode opératoire. Mais ça, je me le suis dit après.
Et après, vous avez réussi à reconstituer finalement le puzzle. Alors, il a fallu plus de 17 ans pour que vous arriviez à vous libérer de votre oncle et à dénoncer les faits dont vous avez été victime. Et c'est grâce à l'une de vos tantes et à son époux qui vont vous prendre sous leur aile que vous allez réussir à porter plainte. Oui. En 2015, cela fait déjà 17 ans que Jenny garde le silence concernant les viols commis par son oncle. Mais un matin, l'une de ses tantes, dont elle est très proche, lui téléphone. Et contre toute attente, elle lui demande si Laurent a déjà abusé d'elle. Sous le choc, Jenny reste muette. Mais face à son silence, sa tante comprend qu'elle a été victime de Laurent. Et avec son mari, elle décide de l'aider. Le couple accompagne Jenny à la gendarmerie et grâce à eux, elle trouve enfin le courage de porter plainte. 2 mois plus tard, le 25 janvier 2016, Laurent est placé en garde à vue avec son épouse. Dès sa première audition, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec sa nièce, mais il assure que Jenny était consentante. Et concernant une éventuelle implication de sa femme, l'homme nie en bloc. Selon lui, Isabelle n'était au courant de rien. Pourtant, dans le bureau d'à côté, sa femme craque. Face aux gendarmes, elle avoue les viols commis par son mari et reconnaît même son implication. Les souvenirs flous de Jenny étaient donc bien réels. La jeune femme a été violée à plusieurs reprises par son oncle, mais aussi par sa tante. Pire encore, Isabelle reconnaît avoir abusé d'elle non pas 1, mais 2 fois. La femme est renvoyée devant la cour d'assises pour viol en réunion sur mineur. Quant à Laurent, à la fin de son audition, il déclare regretter d'avoir couché avec des jeunes filles de 15 ans. Pour les gendarmes, ces aveux corroborent les déclarations de la cousine de Jenny, qui affirme, elle aussi, avoir subi des avances répétées de la part de Laurent. Comble de l'horreur, même la propre fille d'Isabelle fait partie des victimes. Elle a avoué aux gendarmes avoir eu une relation amoureuse avec son beau-père pendant plus d'1 an. C'est même lui qui aurait pris sa virginité lorsqu'elle avait 15 ans. Pour l'ensemble de ces viols et agressions sexuelles sur elle, Laurent est à son tour renvoyé devant la cour d'assises. Le procès du couple aura lieu au mois de mars prochain. Voilà, et dans les médias, bien évidemment, ce couple est présumé innocent puisqu'ils n'ont pas encore été jugés. Jenny, qui est toujours en direct avec nous sur ce plateau, quand vous avez pu pour la première fois dire ce qui s'était passé, ça a été un soulagement? Oui, mais je tiens quand même à préciser que j'avais essayé de parler plusieurs années avant à mon propre mari. Je lui ai parlé d'attouchement au départ, et puis il n'a pas réagi. Il m'en a jamais reparlé. Et il a continué à lui dire bonjour comme si de rien n'était, à lui parler comme si de rien n'était. Et là, encore une fois, la culpabilité s'est réinstallée. Donc ça, c'était en 2010. Là, j'ai du mal à comprendre le comportement de votre mari. Oui, moi aussi. C'est mon ex-mari. Votre ex-mari, bien sûr. J'ai essayé. J'ai essayé. Vous savez pourquoi il n'a pas réagi sur ça? Non. Parce que lui n'a pas de lien, en fait, avec cet homme. Enfin, c'est pas de la famille directe. Non, il le connaissait. En tout cas, mais... il connaissait sans plus. Donc, vous êtes sa femme à ce moment-là. Donc, il est censé m'aider. Il est censé vous aider. Enfin, il est censé même presque péter les plombs en apprenant quelque chose. Enfin, moi, je me mets à sa place. Je parle humainement là. Il est censé péter les plombs. Et se dire, mais voilà, on va aller le voir. On va lui demander des explications. Oui. Mais non, aucune réaction, aucune. Il avait bien compris ce que vous disiez? Je lui ai quand même dit que j'avais été victime d'attouchement de cet oncle-là. En le désignant. Ah oui, bien sûr. À partir de l'âge de 13 ans. Donc il ne m'a pas répondu, rien. Donc bon, je me suis dit, Jenny, tu dois te faire des films. Tu dois en faire un peu trop.
Justine, je le disais, vous avez été victime d'avance également de la part de cet homme. Comment vous avez réagi quand il a commencé à avoir des gestes et des mots déplacés? Du coup, Jenny, moi, m'avait déjà expliqué la situation. J'avais 11 ans à l'époque. Du coup, elle m'avait dit ce qui s'était passé en se faisant la promesse de jamais rien dire. On était 3 avec une autre cousine vraiment très très liées à cette époque-là. Et puis à cet âge-là, un serment, c'est un serment. Mais du coup, j'étais au courant de ce qui se passait. Et quand il est venu me chercher chez mes parents qui étaient déjà partis pour aller chez toi, je crois, oui. Pour une soirée, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des avances. Et en fait, il m'a d'abord dit, attends, faut que je repasse chez moi. Il a arrêté la voiture, il a fermé la voiture et il m'a dit, bon, tu me fais un bisou. Je me suis méfiée, du coup, sachant ce qui se passait. Donc, non, tonton, non, je te fais pas de bisous. Mais je pense que si j'avais pas été au courant, oui, c'était le tonton. Donc, innocemment, j'aurais fait le bisou et voilà. Après, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Après, bon, ça s'est arrêté là. Peut-être qu'il s'est douté que j'étais au courant. Je pourrais jamais dire ce qui s'est passé dans sa tête, mais j'ai eu cette chance où ça n'a pas été plus loin du coup. Et maintenant, c'est la justice qui va agir. Vous êtes impatiente de le voir comparaître en justice? Oui. Vous aussi? J'attends ça depuis 5 ans et demi. Vous avez envie de lui dire des choses au tribunal? Non, pas à lui. Non. Pas à lui? Moi, ce que je veux, c'est entendre dire que moi, je n'ai rien à me reprocher, je suis innocente. J'ai plus de culpabilité à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Et tout ce que je veux entendre, c'est qu'ils sont coupables. Maître Sandrine Pégan, c'est intéressant parce que là, on voit aussi le rôle psychologique du procès pour se reconstruire. Et c'est intéressant parce que et Jenny et Justine disent toutes les deux ce qui les intéresse, c'est presque pas la condamnation, savoir s'il va être condamné à 3, 4, 5 ou 6 ans. C'est de dire la reconnaissance du fait quelles sont les victimes. Très souvent, les procès sont salvateurs pour les victimes parce qu'elles ont besoin, au-delà de l'envie, elles ont besoin d'avoir ce statut de reconnaissance de victime. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vous, Jenny. Et j'ai juste envie de vous dire déjà, pardonnez mon propos, mais essayez de le comprendre quand je vais vous dire ça. Vous avez de la chance qu'il y ait un procès. Parce que beaucoup d'affaires d'inceste, parce que la libéralisation de la parole se fait trop tardivement, ces affaires-là sont classées sans suite. Et il n'y a pas de procès. Donc, tant mieux qu'il y en ait un, parce qu'il va être reconnu coupable et elle aussi. Donc, et ce statut de victime-là... Même s'ils sont présumés innocents. Même, bien sûr, mais en tout cas avec les éléments que vous avez indiqués déjà sur notre plateau et puis dans le dossier, de toute façon, il n'y aurait pas eu un renvoi pour rien. Mais en attendant, vous en avez besoin et ça va vous reconstruire. Merci Jenny, merci Justine, merci à toutes les deux. Bon courage à vous. Merci. Le procès sera une épreuve, parce que c'est toujours une épreuve, même si on se sent fort pour l'affronter, c'est toujours une épreuve. Mais en tout cas, j'espère que votre amitié, votre solidarité entre vous va vous aider à affronter cette épreuve. Merci à toutes les deux.